Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Ce n'est pas ta faute si certaines attitudes provoquent du rejet. Cette conversation ne tourne pas autour du fait de paraître brillant ou de gagner des débats. Ici, il s'agit que tu apprennes à séparer ta valeur personnelle de la réaction des autres, même si ces réactions sont froides, cassantes ou ouvertement hostiles. Tu ne vas pas trouver d'excuses ni de promesses creuses. Il n'y a pas de recette pour plaire à tout le monde, ni de formule pour s'intégrer partout. Ce que tu vas découvrir, c'est pourquoi certaines habitudes et certains principes que tu n'as pas choisis, qui font partie de ta structure, suscitent la haine ou le mépris chez les autres. Réfléchis-y. Tu entres dans une pièce et les conversations s'éteignent, les regards se détournent. Lors d'une réunion, ton silence dérange plus que n'importe quelle parole. Un commentaire honnête, sans détour, suffit pour que quelqu'un fronce les sourcils, croise les bras et prenne ses distances. Tu l'as vu. Des amitiés qui se refroidissent du jour au lendemain. Des invitations qui cessent d'arriver, des propositions de travail qui s'évaporent dans l'air. Ces conséquences visibles, la porte qui se ferme, le téléphone qui ne sonne pas, ne sont pas le fruit de ta décision, mais de la friction inévitable entre ta façon d'être au monde et les attentes des autres. Reste jusqu'à la fin, car la dernière raison est celle que la majorité n'accepte jamais. Leçon 1. Ne cède pas à la pression du groupe. Rester fidèle à ses principes. Provoque le rejet. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Lorsque tu refuses de suivre le courant, tu suscites de la résistance. Ce n'est pas personnel, c'est la loi de la médiocrité. Ce qui ne se soumet pas dérange. Le principe est simple, si tu restes fidèle à tes principes, inévitablement tu vas contrarier ceux qui vivent pour l'approbation et le consensus. Beaucoup pensent que le rejet du groupe est le signe d'une erreur personnelle. Ce n'est pas le cas. Le véritable problème est l'auto-illusion. Croire que le fait d'être accepté signifie toujours que l'on a raison. Mais en réalité, lorsque le groupe exige la soumission, céder, c'est perdre le contrôle de son propre jugement. Le stoïcisme enseigne que la pression sociale est une épreuve de caractère, non un guide de conduite. Si ta norme dépend de l'approbation d'autrui, tu deviens esclave de l'opinion commune et tu renonces à ta propre discipline. Au bureau, par exemple, tout le monde accepte une décision injuste parce que personne ne veut être celui qui s'y oppose. Tu restes ferme et, immédiatement, tu remarques des regards gênés, des commentaires derrière ton dos ou même une mise à l'écart dans le groupe de discussion de l'équipe. Tu n'as rien fait de mal. Tu as seulement osé ne pas céder là où d'autres préfèrent le confort de l'appartenance. Cela dérange parce que cela dévoile le manque de discernement des autres. La réaction devient palpable le lendemain. Les salutations se limitent à un hochement de tête sec. Le déjeuner devient un rituel silencieux, où les autres occupent des tables éloignées. Lors des réunions, tes interventions sont accueillies par de longs silences ou des réponses brèves. Quelques collègues cessent de te mettre en copie des courriels importants. Dans les couloirs, les conversations s'interrompent brièvement à ton passage. L'inconfort n'est pas subtil. Il se manifeste par des portes qui se ferment sur ton passage, par des invitations qui ne te parviennent plus, par des projets communs dont on t'exclut sans explication. Ta posture provoque des fissures dans le vernis de conformité du groupe. Ceux qui partageaient autrefois des plaisanteries évitent désormais ton regard. L'équipe, auparavant cordiale, commence à agir avec prudence en ta présence, comme si ta simple existence rappelait ce que personne ne veut admettre, que le confort s'achète souvent au prix de l'intégrité. Voici une conséquence inévitable. Rester fidèle à tes principes fait de toi un miroir gênant pour ceux qui préfèrent le consensus au discernement. Leçon 2. Ne réagis pas face à la provocation. Le contrôle émotionnel dérange. Cesse de tomber dans le piège. Lorsque quelqu'un te provoque, son objectif est de te faire perdre le contrôle. Ne leur donne pas ce pouvoir. Ne réponds ni avec impulsivité, ni avec du drame. La règle est claire.
Celui qui domine ses émotions domine la situation. Beaucoup pensent que perdre son calme est inévitable, qu'exploser est naturel et même justifiable si l'on te cherche la dispute. Mais le véritable problème n'est pas la provocation, c'est ta réaction automatique, ton manque de maîtrise. Ceux qui cherchent à te manipuler se nourrissent de tes réponses viscérales. Lorsqu'ils voient que tu ne tombes pas dans le piège, ils se frustrent et te rejettent. Non pas parce que tu es faible, mais parce qu'ils ne peuvent pas se servir de toi. Au bureau, un collègue lance des remarques sarcastiques en espérant te voir blessé ou contrarié. Il t'observe du coin de l'œil, attendant l'hésitation, le regard fuyant, le geste d'agacement. Le murmure s'arrête dans la pièce, d'autres attendent ton explosion. Mais tu ne réagis pas. Le silence devient lourd, inconfortable. Le provocateur force un sourire, mais sa mâchoire est crispée. Le lendemain, il cherche une autre victime. Avec toi, cela ne fonctionne pas. En couple, on te lance une pique en espérant une dispute. Un dîner tendu, des assiettes posées brusquement, des mots tranchants lancés comme des hameçons. On attend que tu élèves la voix, que tu jettes la serviette sur la table, que tu quittes la pièce. Mais tu mâches lentement, tu fixes ton assiette et tu laisses le venin se dissiper dans l'air. L'autre personne remue son café plus fort, frappe la tasse, mais finit par abandonner. La soirée se termine froide, oui, mais sans le spectacle qu'on recherchait. Sur les réseaux, quelqu'un t'écrit juste pour voir si tu exploses en public. Le message est direct, humiliant, conçu pour t'exposer. Des dizaines de regards attentifs attendent ta chute. Tu ne réponds pas. Le fil se refroidit. Le provocateur efface le message quelques heures plus tard, ignoré de tous. Si tu gardes le contrôle, l'autre perd son outil préféré, ta réaction. Et cela dérange celui qui vit de la manipulation. Les visages se durcissent, les regards se détournent, l'ambiance devient âpre. L'inconfort est visible, des pas plus rapides dans le couloir, des invitations qui disparaissent, des conversations qui s'éteignent quand tu entres. Le résultat te dévoile la vérité. Le contrôle n'est pas seulement un bouclier, c'est une condamnation pour celui qui dépend de ta faiblesse. Ce n'est que le début. Leçon 3. Ne parle que si tu apportes quelque chose. Le silence irrite ceux qui cherchent l'approbation. Marc Aurèle a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal ». Autrement dit, répondre avec la même bassesse, c'est perdre 2 fois. La règle est simple. Ne parle pas pour parler. Parle seulement lorsque tu as réellement quelque chose à apporter. Le silence n'est pas toujours neutre. Lorsque tu choisis de te taire au lieu de remplir l'espace avec des paroles vides, tu poses une limite. Il y a des personnes qui attendent ton approbation constante, ton rire facile ou ton commentaire insignifiant simplement pour se sentir validé. Mais ton devoir n'est pas d'être l'écho de l'insécurité des autres. Parler juste pour parler fait de toi le complice de la médiocrité. Le silence, lorsqu'il est fondé sur des principes, dérange ceux qui cherchent l'approbation, car tu leur refuses la nourriture de leur dépendance. Au travail, quelqu'un raconte un commérage et attend ta réaction. Tu ne la donnes pas. Observe comment la conversation s'éteint brièvement. Le narrateur force un sourire, regarde autour de lui pour chercher du soutien, mais personne n'intervient. L'ambiance devient lourde pendant quelques secondes. Sur WhatsApp, on envoie un mème dans l'espoir de provoquer ton rire. Tu ne réponds pas. Le groupe reste silencieux. L'expéditeur vérifie si tu as lu le message, voit la double coche bleue et envoie un autre message, insistant, comme si ta réaction était indispensable. Lors d'une réunion entre amis, on te demande ton avis uniquement pour conforter le leur. Tu ne tombes pas dans le piège. La conversation s'enlise. Certains évitent ton regard, d'autres t'observent avec méfiance. Ils en déduisent que tu les considères comme inférieurs ou peu intéressants. Avec le temps, les conséquences deviennent visibles.
On cesse de t'inclure dans certains échanges futiles. On te qualifie de difficile ou d'inaccessible. Dans les couloirs, certains baissent la voix à ton passage, d'autres te jettent un regard furtif, murmurent des conclusions hâtives. À la pause déjeuner, ceux qui recherchaient ton rire auparavant évitent désormais de s'asseoir près de toi. Ton silence devient une menace, un rappel de leur propre besoin d'être validé. La limite posée par ton silence crée une gêne palpable. Visages fermés, conversations interrompues, messages ignorés, invitations qui ne viennent plus. Le point commun, c'est toi, pas la situation. Dans la leçon suivante, tu verras comment ton progrès personnel peut aussi devenir une raison de rejet. Leçon 4. Priorise tes habitudes avant les modes. Suivre ton propre rythme génère du ressentiment. Ton problème n'est pas que les gens te rejettent à cause de tes habitudes. L'erreur est de croire que tu dois t'adapter à la mode pour t'intégrer. Le véritable conflit apparaît lorsque ta discipline met en lumière le manque de discernement des autres. La règle est simple. Suis ton propre rythme, même si cela dérange ceux qui ne cherchent que la validation extérieure. Quand tu choisis des habitudes solides plutôt que des tendances vides, tu te distingues. Cela gêne ceux qui vivent en fonction de l'avis des autres. Celui qui n'a pas de contrôle sur lui-même se sent menacé par celui qui en a. Si tu modifies ta routine chaque fois que le groupe le fait, tu finis par perdre le respect, y compris le tien. Mais si tu restes fidèle à ta ligne, même face aux critiques, tu affiches du caractère. Au travail, tu es le seul à ne pas boire de café en milieu d'après-midi parce que tu préfères terminer tes tâches d'abord. Tes collègues plaisantent, te traitent de démodé ou d'ennuyeux. À la salle de sport, tu restes fidèle à ton programme pendant que les autres passent d'une mode à l'autre. Dans ton groupe d'amis, tu es celui qui ne sort pas tous les week-ends parce que tu privilégies ton repos. Et oui, certains s'éloignent ou t'excluent, mais le schéma est clair. L'inconfort des autres n'est pas ta faute, c'est leur reflet. Les conséquences s'accumulent. Au bureau, tu restes seul à ton bureau pendant que les autres se regroupent à la cafétéria. Ils commentent dans ton dos, baissent le ton quand tu passes à proximité. Lors des réunions, tu remarques des regards furtifs, des signes d'agacement lorsque tu refuses une invitation. L'ambiance se refroidit et certains cessent de partager des informations utiles avec toi. À la salle de sport, tu t'entraînes en silence, observant les autres se disperser entre nouvelles routines et autoportraits. Certains te dévisagent avec méfiance, chuchotent quand tu termines ta série sans pause ni bavardage. Dans le groupe d'amis, tes absences deviennent sujet de conversation. Tu reçois moins de messages, moins d'invitations. Ton nom apparaît à peine sur les photos des réunions. Le résultat est visible. Distance, malaise, portes qui se ferment. Mais aussi, tes réussites s'accumulent en privé. Des tâches achevées avant l'heure, de la force gagnée en solitaire, une énergie intacte chaque matin. Le prix est évident et la vérité se révèle dans les détails que les autres préfèrent ignorer. Mais ce n'est pas tout. Leçon 5. Décide rapidement et agis sans demander la permission. Prendre l'initiative irrite. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Décider et agir sans consulter tout le monde ne fait pas de toi quelqu'un d'arrogant. Cela fait de toi la personne responsable de ta vie. La plupart préfèrent l'indécision collective car elle leur permet de se cacher derrière le groupe et d'éviter le poids d'une erreur. La règle est simple. Celui qui prend l'initiative s'expose au jugement et à l'inconfort de ceux qui n'osent jamais. La raison est directe. Les personnes qui reportent, consultent et repoussent se sentent menacées par celui qui décide rapidement. Ce n'est pas ta faute. C'est leur malaise face à leur propre indécision. Quand tu avances sans demander la permission, tu leur rappelles ce qu'ils n'osent pas faire. Si tu continues à attendre l'approbation de tous, tu t'enfonces dans la médiocrité du consensus. Si tu agis, tu deviens la cible des critiques et du ressentiment. Exemple, lors d'une réunion de travail, tout le monde discute du même point pendant 20 minutes.
Tu proposes une solution et tu clôt le sujet. Certains te regardent de travers, d'autres se sentent mis à l'écart. Ce n'était pas ton intention, mais ton action met en lumière leur manque de décision. Dans une conversation entre amis, personne ne se décide sur le lieu du dîner. Tu en proposes un et tu fais la réservation. On te qualifie de chef ou impulsif. Mais tu avances tandis qu'il reste prisonnier du doute. Dans un bureau, tu envoies un courriel avec des instructions claires, alors que l'équipe débat depuis des heures sans avancer. Le lendemain, tu trouves des commentaires sarcastiques accrochés à la cafetière. Ici, il n'y a qu'une personne qui décide. Merci pour la démocratie. Quelqu'un t'ignore dans le couloir. À la réunion suivante, les chuchotements continuent. Les regards se détournent. Mais le projet avance. Le chef t'appelle à part, non pas pour te féliciter, mais pour t'avertir que ton attitude dérange. Les résultats sont visibles, le travail progresse, mais l'ambiance s'alourdit. Dans le groupe d'amis, la prochaine fois que tu proposes un plan, 2 ne répondent pas. Une fois arrivé au restaurant, l'ambiance est tendue. Les blagues tournent autour de ton besoin de contrôle. L'un t'interpelle directement. Il faut toujours que ce soit toi qui décides, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de leadership, mais de l'inconfort que provoque ton action. Le résultat te montre la vérité. C'est là que cela empire. Si tu évites de prendre l'initiative par peur du rejet, tu deviens invisible et tu perds le respect. Si tu continues d'agir, certains te détesteront, mais d'autres te suivront. Tu ne peux pas contrôler la réaction des autres, seulement ta propre conduite. Leçon 6. Pose des limites claires sans culpabilité. Protéger ton espace dérange. Tu es en visioconférence. Un collègue te demande de rester 1 heure de plus alors que tu as déjà terminé ton travail. Tu dis non. Silence gênant. Tu ressens la pression dans l'air. Le curseur clignote sur l'écran. Personne ne dit rien pendant quelques secondes. Tu vois certains baisser les yeux, d'autres te regarder avec désapprobation ou s'écrire des messages privés entre eux. Tu sais que certains pensent que tu es égoïste. Poser des limites fermes dérange ceux qui ont l'habitude d'empiéter sur ton temps. Le lendemain, tu remarques que ton supérieur te salue avec froideur. À la cafétéria, ton collègue évite de t'adresser la parole. Les messages de groupe sont remplis de blagues internes dont tu es exclu. L'atmosphère devient lourde, presque palpable, comme si tout le monde partageait un secret. Le malaise se manifeste dans de petits gestes. Réponses sèches, regards fuyants, invitations qui ne viennent plus. Il n'y a pas de confrontation directe, seulement une exclusion silencieuse. Le prix de ne pas tracer cette limite est élevé. Si tu cèdes, ton temps se dilue dans des tâches et des services qui ne te reviennent pas. Si tu acceptes toujours, ton agenda ne t'appartient plus. Tu perds le contrôle, tu perds le respect. Avec le temps, les gens cessent de valoriser ta disponibilité et commencent à l'exiger. Pense à ce qui est quotidien. On t'écrit en dehors des horaires de travail et tu réponds, même si ce n'est pas urgent. Ou tu acceptes des engagements que tu ne veux pas, juste pour éviter le conflit. Petit à petit, tu deviens une extension de l'agenda des autres. Tu ressens de la fatigue, de l'irritation et une sensation constante de dette. On ne te remercie pas. On s'y attend simplement la prochaine fois. Le téléphone vibre pendant le dîner. Tu regardes l'écran, tu vois le nom de quelqu'un du travail, et pourtant, tu réponds. Tu termines l'appel et ton repas est froid. Ta famille t'observe en silence. La conséquence est claire. Tant que tu ne poses pas de limite, ton espace personnel devient le territoire de quiconque réclame ton temps. Et quand enfin tu le défends, beaucoup seront fâchés, car leur confort dépendait de ton sacrifice. Dans la prochaine leçon, tu vas voir pourquoi ton succès personnel suscite aussi du rejet et comment y faire face sans perdre le contrôle. Leçon 7. N'explique pas ta valeur à celui qui ne la reconnaît pas. Cesse de te justifier. Musonius Rufus a dit « Comme le fer rouille,
s'il n'est pas utilisé, ainsi le caractère s'affaiblit sans pratique. Dans la pratique, la discipline s'entraîne, elle ne se désire pas. L'instruction est directe, cesse de justifier ta valeur auprès de ceux qui ne sont pas disposés à la voir. Chaque fois que tu t'expliques trop, tu remets ton énergie à l'incrédulité des autres. Celui qui ne reconnaît pas ton effort, ton talent ou ta discipline ne le fera pas parce que tu lui apportes des arguments. Au contraire, plus tu te justifies, plus tu nourris l'ego de celui qui te sous-estime. Le besoin d'être compris par tout le monde est un piège. Il te vole du temps, t'éloigne de l'essentiel et affaiblit ton caractère. Pratique la discipline de te taire quand le doute de l'autre n'est pas légitime, mais arrogance. Au travail, tu termines une tâche exigeante et ton chef le remarque à peine. Tu ressens la tentation d'expliquer chaque étape, de défendre ta contribution. Lors des réunions, tu vois d'autres recevoir des éloges pour moins, tandis que ton rapport reste au fond de la pile. Le silence de la salle, les regards qui se détournent, l'absence de reconnaissance marquent la différence. Tu résistes à l'impulsion de te justifier. Tu observes comment l'indifférence s'installe dans l'atmosphère, comment le mérite se dissout dans la routine. Sur WhatsApp, un ami minimise tes réussites et tu t'efforces de le convaincre de ton engagement. Tu lui envoies des captures d'écran, de longs messages, des détails qu'il ne demande pas. La réponse arrive brève, indifférente. Tu ressens le poids de l'incompréhension, la distance qui grandit à chaque tentative d'explication. La conversation se refroidit, le respect s'évapore. En couple, tu donnes des raisons pour chaque décision, espérant être validé. Tu énumères des arguments, expliques tes motivations, justifies des choix petits et grands. L'interlocuteur acquiesce sans intérêt, regarde son téléphone pendant que tu parles. La tension monte, l'ambiance devient lourde. La validation n'arrive jamais, il ne reste que l'épuisement. Le résultat est toujours le même, plus d'usure, moins de respect. La valeur ne se négocie pas avec des mots, elle se démontre par les actes. La fatigue s'installe sur les épaules, le moral s'éteint. L'entourage perçoit ton insécurité et en profite. La place pour ta voix se réduit. Les relations deviennent plus froides. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Et il y a encore plus. Leçon 8. Accepte que tu ne contrôles pas la haine des autres. Cesse de chercher l'approbation. Tu es à un repas de famille. Les couverts s'entrechoquent doucement contre les assiettes. Le murmure des conversations n'est interrompu que lorsque quelqu'un lâche un commentaire passif-agressif sur ton travail ou tes choix. Le ton est mesuré, mais l'intention est claire. Il n'y a pas eu de provocation, tu n'as rien fait d'inapproprié. Tu sens l'inconfort s'installer, dense et collant, entre les verres et les serviettes pliées. Tout le monde l'a entendu, mais personne n'intervient. La question surgit, inévitable. Pourquoi me déteste-t-il alors que je ne lui ai rien fait? La norme correcte est celle-ci. Tu ne peux pas contrôler la perception ni la haine des autres, seulement ta conduite. Le reste appartient à autrui. C'est un territoire incontrôlable. Nous croyons que si nous agissons bien, si nous sommes justes et bienveillants, le rejet ne devrait pas exister. Mais cela est de la naïveté. Il y a des personnes qui te détestent pour ce que tu représentes, pour tes réussites, pour ta manière d'être, ou simplement parce que tu existes. Le stoïcisme ne promet pas l'immunité contre le jugement d'autrui. Il exige que tu acceptes que la haine des autres n'a presque jamais de rapport avec toi, et presque toujours avec leur propre manque ou frustration. La souffrance apparaît lorsque tu t'obstines à chercher l'approbation de ceux qui ne sont pas disposés à t'offrir du respect. Au bureau, tu travailles avec discipline et cohérence. Tu accomplis tes tâches, tu évites les commérages, tu ne participes pas à la plainte collective. Un collègue commence à te saboter, à parler mal de toi dans ton dos, à chercher la moindre erreur pour t'exposer. Les courriels que tu envoies sont retransmis avec des commentaires sarcastiques. Tes propositions en réunion sont ignorées ou ridiculisées. Tu n'as rien fait pour provoquer cela. Tu te demandes si tu devrais changer, être moins exigeant, baisser ton niveau pour plaire.
La haine ne disparaît pas. Tu ne fais que perdre ta norme et ton respect de toi-même. À la maison, l'ambiance se refroidit. Des regards fuyants, des portes qui claquent plus fort que nécessaire, de longs silences à table. Le rejet se matérialise dans de petits gestes, un salut sans réponse, un anniversaire oublié, une invitation qui n'arrive jamais. La haine d'autrui prend forme dans les absences et dans la façon dont on évite ta présence. La vérité qui dérange, le problème se trouve dans ton miroir. Tu peux t'obséder à vouloir changer la perception des autres, mais tu ne fais que perdre ton temps et ton jugement. La discipline consiste à maintenir ta norme, même si cela fait mal. Personne ne te le dira. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Le respect se mérite. Tu peux continuer à t'adapter à ce que les autres attendent, à éteindre ce qui te distingue simplement pour t'intégrer. Ou tu peux assumer chaque trait qui t'est propre, même si cela met mal à l'aise ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Tu peux continuer à justifier des limites, à réprimer des décisions, à céder sous la pression, ou tu peux choisir l'inconfort d'être intègre, même si cela suscite du rejet. Tu ne peux pas contrôler qui te déteste, mais tu peux décider si tu vis sous leur regard ou selon tes principes. Le chemin facile, c'est de céder. Le chemin difficile, c'est de rester ferme, même si cela te fait perdre l'approbation des autres. Les deux routes ont un prix. La différence, c'est qui finit par payer. Dis-moi dans les commentaires laquelle des 8 leçons est la plus difficile à mettre en pratique pour toi. Si cela t'a aidé, abonne-toi. La décision est déjà prise. Il ne reste plus qu'à l'exécuter. Si tu restes obsédé par l'idée de montrer tes progrès, tu ne feras que construire une image fragile. La discipline silencieuse ne se remarque pas, mais elle se ressent dans tes résultats. Il peut te falloir des années pour le comprendre, ou tu peux décider d'arrêter de vivre pour l'approbation des autres. Il ne s'agit pas ici de paraître intelligent, mais d'arrêter de jouer pour la galerie et de commencer à discipliner ton caractère. Ici, ce n'est pas l'image que tu renvoies qui compte, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si tu dépends de la validation extérieure, chaque pas que tu fais t'éloigne un peu plus de ton propre jugement. Tu n'es fort que lorsque tu peux tenir debout sans témoin ni applaudissements. Et la plupart n'y parviennent pas, car ils ne supportent pas le silence. Mais c'est là que se construit la véritable valeur. Tu ne l'obtiendras pas en postant tes progrès, ni en racontant ce que tu vas faire. Tes paroles valent moins que tes actes, et tes actes valent moins que ta constance. La cohérence ne s'annonce pas, elle se démontre. Si tu cherches l'admiration, tu deviens esclave de l'opinion des autres. Quand tu agis pour toi et que tu tiens ta parole, c'est là que la différence commence. Tu n'as pas besoin de preuves publiques que tu es en train d'évoluer. Tu as besoin d'une discipline privée qui ne demande ni permission ni explication. Reste jusqu'à la fin si tu veux apprendre à discipliner ton esprit et ton corps, à reconstruire ta parole, à créer une valeur authentique et à tenir dans l'ombre, car cette dernière est la plus difficile à accepter. Avant de continuer, abonne-toi et active. Leçon 1. Cesse de rapporter chaque progrès. Éviter la validation constante t'apporte un respect authentique. Ton problème n'est pas le manque de progrès, c'est le besoin constant de le montrer. L'erreur consiste à traiter chaque petite avancée comme si elle nécessitait des témoins, en attendant une réaction extérieure qui n'est jamais suffisante. Tu ne grandis pas si chaque pas doit être vu. La règle est claire, la véritable croissance est silencieuse. Celui qui cherche l'approbation à chaque mouvement perd le contrôle de son processus intérieur. Quand tu rends public chaque réussite, tu transfères ton pouvoir, tu deviens dépendant de la reconnaissance et non de l'avancement. Le respect ne se gagne pas par le nombre de notifications, mais par la discipline que tu maintiens lorsque personne ne regarde. Si tu franchis la limite et t'habitues à tout rapporter, ton caractère s'affaiblit. L'autocontrôle se perd.
Et les gens le remarquent, ils ne te voient pas fort, ils te voient en demande. La croissance authentique ne fait pas de bruit, car elle repose sur la valeur intérieure, non sur la réaction des autres. Si ta motivation dépend des applaudissements, tes progrès sont fragiles. Au bureau, il suffit d'observer la dynamique. Tu termines une présentation, et à peine le fichier envoyé, tu le mentionnes à voix haute, espérant que quelqu'un lève la tête et t'accorde un mot d'approbation. Au début, tes collègues acquiescent, lancent un « bien joué » automatique, sans détourner les yeux de leurs écrans. Avec le temps, la reconnaissance se fait plus rare. Certains ne répondent même plus. Le silence est sec, inconfortable. Tu commences à remarquer que lorsque tu entres dans la salle, les conversations ne s'arrêtent pas. Personne n'attend que tu rapportes quoi que ce soit, car personne ne le demande. La perception change. Tu n'es plus l'efficace, tu es celui qui cherche l'attention. À la salle de sport, c'est pareil. Une fois la séance terminée, tu sors ton téléphone, tu filmes la dernière série, tu postes l'histoire. Au début, les messages arrivent, les pouces levés aussi. Ensuite, c'est l'écho. Moins de réactions, moins d'intérêt. On te regarde du coin de l'œil depuis l'accueil, les coachs continuent leur routine. Tes progrès, qui étaient personnels, dépendent maintenant de la réaction d'un écran. Quand elle ne vient pas, le doute t'envahit. L'élan s'éteint. À la maison, avec ton partenaire, tu mentionnes chaque petit effort. Aujourd'hui, j'ai médité 10 minutes. J'ai préparé un repas sain. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant le dîner. Au début, un sourire, un « c'est bien ». Puis, un simple « le regard sur le portable, le geste distrait. Ce qui était un mérite devient une routine, et la routine, un bruit de fond. Le respect se dilue dans la répétition. Ainsi, tes progrès deviennent une monnaie d'échange pour de l'attention. Et quand l'entourage cesse de réagir, tu te décourages, tu perds ta constance, et tu te demandes pourquoi le respect ne vient pas. La vérité est simple. Celui qui a besoin de montrer chaque pas n'avance jamais en silence. Et le respect authentique ne se négocie jamais en public. Le résultat te montre la vérité. Si tes progrès ont besoin de témoins, ce n'est pas de la discipline, c'est de la dépendance. La maîtrise s'exerce en l'absence d'applaudissements. Deuxième point. Leçon 2. Ne cède pas face à l'inconfort. Résister à l'impulsion d'abandonner renforce ton caractère. Sénèque a dit « Ne parle que si tu peux améliorer le silence ». En pratique, élimine le superflu et dis uniquement l'essentiel. La véritable croissance ne s'annonce ni ne s'exhibe. Elle se construit dans l'inconfort, dans cet espace où la majorité préfère se taire ou renoncer. La règle est simple. La discipline silencieuse est la base du caractère. Ne cherche pas l'approbation des autres et ne te laisse pas distraire par ce qu'ils pensent de toi. Ce qui compte, c'est la valeur intérieure, non l'apparence publique. La plupart abandonnent dès que l'inconfort apparaît. Ils renoncent quand personne ne les voit, lorsque l'effort cesse d'être reconnu ou applaudi. Mais le caractère ne se forme pas sous les projecteurs, il se forge dans la solitude de tes décisions inconfortables. Si tu n'agis que lorsqu'il y a des témoins, tu n'as pas de discernement, tu as peur de perdre ton image. La discipline silencieuse élimine l'inutile. Tu ne te justifies pas, tu ne cherches pas d'excuses, tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu fais ce que tu dois, même si personne ne le remarque. C'est cela, l'autocontrôle. Observe un matin ordinaire au bureau. Il est 8h15. Le couloir est presque vide. On entend le bourdonnement des lumières. Tu t'assois et ouvres le tableur. Le chef ne commande plus tes progrès. Les courriels restent sans réponse. La salle de réunion demeure fermée. Personne ne regarde ton écran. Personne ne demande tes résultats. Là, dans l'anonymat, la tentation de relâcher l'effort est constante. Laisser une formule sans vérifier, repousser le rapport, laisser refroidir le café en surfant sans but. Mais tu choisis de rester. Tu vérifies les détails, corriges les erreurs, termines la tâche. Personne n'en parle, tu ne t'y attends pas non plus. À la salle de sport, la pièce est presque vide.
L'écho des haltères qui tombent, la sueur dans les paumes, le miroir embué. Pas de regard curieux ni de camarades pour encourager. C'est à toi de faire la dernière série. Le muscle brûle, l'esprit cherche des excuses. Tu pourrais partir et personne ne le saurait. Mais tu te places sous la barre, inspire et termine la série. À la fin, tu n'entends que ta respiration. L'employé nettoie le sol sans te regarder. Tu quittes les lieux. Il n'y a pas de félicitations, seulement la satisfaction âpre d'avoir accompli. À la maison, la relation s'éteint dans la routine. L'autre rentre fatigué, se sert le dîner en silence, les couverts résonnent contre l'assiette. Pas de mots de remerciement, pas de gestes de reconnaissance. Tu pourrais arrêter de demander comment s'est passée la journée, tu pourrais éviter l'étreinte. Mais tu choisis de rester à table, tu écoutes la réponse brève, tu redemandes, tu débarrasses les assiettes. Personne ne le célèbre, personne ne le remarque, mais la relation ne s'effondre pas, elle persiste. Les conséquences ne sont pas immédiates, personne ne t'applaudit, mais on ne te reproche rien non plus. L'entourage commence à percevoir une constance qui n'a pas besoin d'être proclamée. La confiance, lentement, s'installe. Les erreurs diminuent, les résultats s'accumulent, la perception change. Tu n'es plus celui qui cherche la reconnaissance, tu es simplement celui qui fait. Ce n'est pas le destin, c'est ton comportement répété, ce n'est que le début. Maîtrise, agir sans témoin. Leçon 3. Tiens tes promesses, même si personne ne regarde. Honorer ta parole fait de toi une personne digne de confiance. Ne cherche pas d'excuses. Fais ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne regarde et que personne ne va te le reconnaître. Agis avec la même exigence lorsqu'il n'y a pas de témoin. Le critère se démontre en privé. La règle est claire. Ta parole est un contrat, pas une décoration. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Peu importe les applaudissements, les likes ou les témoins. La véritable valeur ne se mesure pas à la réaction des autres, mais à la cohérence que tu maintiens dans le silence. Si tu n'accomplis que lorsque tu es observé, tu es esclave de l'approbation et otage de l'image. Ainsi, il n'y aura jamais de maîtrise intérieure. La discipline silencieuse organise ta vie de l'intérieur, pas à partir du bruit extérieur. Chaque fois que tu cèdes à la facilité de laisser quelque chose à moitié fait parce que personne ne va s'en rendre compte, tu renforces le désordre et perds le contrôle. Le respect que tu recherches commence avec toi, et seulement avec toi. Réfléchis-y. Tu as promis de rendre un rapport à temps au travail, mais comme ton chef ne t'a rien demandé, tu repousses jusqu'à ce qu'on te le réclame. Tu dis que tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, mais si personne ne te pose de questions, tu arrêtes d'y aller. Tu as convenu avec ton partenaire de résoudre un problème, mais puisqu'il n'en parle pas, tu l'ignores. Ce schéma n'est pas un hasard. C'est un manque de critères, un manque d'ordre, un manque de respect pour ta propre valeur. Si ta parole n'a de valeur qu'en situation de pression, tu n'auras jamais la véritable confiance de personne, pas même la tienne. Il y a plus. Observe ce qui se passe lorsque tu manques à tes engagements en silence. Le mail promis que tu n'as jamais envoyé, cet appel que tu avais dit que tu ferais et que tu as oublié, le projet personnel que tu as repoussé jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Personne ne te fait de reproches, mais la dette s'accumule. Tu commences à le remarquer dans les détails, tu te regardes dans le miroir et évites de soutenir ton propre regard. Le dimanche soir, le poids des tâches non accomplies t'accompagne au lit. Lors d'une réunion, quand quelqu'un demande qui peut s'occuper d'un sujet, personne ne te regarde. Les opportunités cessent d'apparaître. Tu deviens invisible aussi pour les autres. Le respect ne se perd pas dans les cris, mais dans les longs silences et les promesses rompues que personne ne mentionne. Le jour où tu décides de tenir parole, même si personne ne t'observe, la dynamique change. Tu termines ce rapport même si personne ne l'a demandé, et en l'envoyant en avance, le silence se brise. Ton chef lève les yeux, fait une pause, acquiesce sans un mot. Il n'y a pas d'applaudissement, mais pour le projet suivant, on vient te voir en premier.
À la maison, tu règles cette tâche sans que ton partenaire ait besoin de te le rappeler. Elle t'observe du coin de l'œil, ne dit rien, mais la tension baisse. L'ambiance s'ordonne, ta démarche change. La confiance s'installe dans les gestes quotidiens, dans la façon dont tu t'assois, dans le ton avec lequel tu réponds au téléphone. La conséquence est simple. Celui qui tient ses engagements sans témoin est maître de lui-même. Il n'a pas besoin de rappel, ni de surveillance, ni de promesses publiques. C'est la maîtrise. Dans la prochaine leçon, tu comprendras pourquoi ton critère ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ta capacité à rester ferme lorsque personne ne te regarde. Leçon 4. Élimine délibérément les distractions. Couper le superflu. Multiplie ta concentration quotidienne. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. Si tu ne mets pas d'ordre dans ton attention, tu es prisonnier de ce que les autres décident de te montrer, et non de ce que tu décides de construire. La règle est simple. Chaque distraction que tu tolères affaiblit ta discipline et dilue ta valeur intérieure. La véritable croissance ne se mesure pas aux applaudissements ni aux réactions, mais au contrôle que tu exerces sur ce que tu laisses entrer dans ta journée. Tant que tu continues à laisser ouvertes les portes au superflu, notifications, messages inutiles, comparaisons constantes, ton énergie se disperse et ton discernement devient opaque. L'approbation extérieure est un mirage. Chaque fois que tu cherches une validation dans ce qui est visible, tu perds de la solidité dans l'invisible. Le respect de soi s'érode à chaque interruption que tu permets parce que tu n'as pas eu le courage d'établir des limites. Ce n'est pas le monde qui te distrait, c'est toi qui refuses de prendre le contrôle. Pense-y au travail. Tu as une tâche clé, mais tu vérifies WhatsApp toutes les 5 minutes. Tu réponds à des messages sans importance et tu passes d'un onglet à l'autre. Tu termines la journée fatigué, avec l'impression d'avoir beaucoup fait, mais sans avancer sur l'essentiel. Ou à la salle de sport. Tu y vas, mais chaque pause est remplie par les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres au lieu de renforcer la tienne. Même dans ta relation, au lieu d'écouter vraiment, ton attention est partagée entre l'écran et la personne. Le résultat est le même, présence superficielle, progrès nul. Transporte cela à un après-midi ordinaire. Tu ouvres ton ordinateur portable pour finir un rapport en retard. La notification vibre, l'écran clignote. Quelqu'un t'identifie sur une photo, un autre groupe envoie des mèmes, la boîte mail se remplit de sujets urgents. Aucun ne te concerne. Tu regardes l'horloge. 2 heures se sont écoulées. Le rapport n'a pas bougé. Le bureau est couvert de tasses vides et de papiers non lus. Le téléphone reste à portée de main, jamais en mode silencieux. Tu lèves les yeux et tu vois ton reflet dans la fenêtre. Regard fatigué, mâchoire tendue. La sensation de vide est palpable. Dehors, la lumière change, mais tu restes bloqué sur le même paragraphe. À la maison, la scène se répète. Le dîner refroidit pendant que tu réponds à des messages dont tu ne te souviens plus après. La télévision fait du bruit en fond, mais tu ignores ce qui se dit. Quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée et tu te contentes de hausser les épaules. Personne n'insiste. Le silence s'installe. À table, les gestes sont automatiques, les dialogues courts. La déconnexion se lit dans les détails. Regard absent, réponse monotone, absence de vraies questions. Le lendemain, la perception change. Les autres remarquent ton absence, même si tu es là. Les supérieurs doutent de ta fiabilité. Tes collègues cessent de t'inclure dans les décisions importantes. À la maison, la distance s'agrandit. Les conversations deviennent une formalité. Les plans se font sans te consulter. Le respect se perd dans l'invisible et quand tu essaies de le regagner, tu découvres que tu n'as plus de crédit. Ce n'est pas le destin. C'est ta conduite répétée. Et il y a plus. Maîtrise la porte de ton attention. Leçon 5. Décide de ta voix sans chercher l'approbation. Prendre des décisions seul renforce ton énergie intérieure.
Tu es en réunion et, avant de donner ton avis, tu jettes un coup d'œil pour guetter la réaction des autres. Tu envoies un message important et tu attends la double coche bleue, inquiet de la réponse. Ou tu hésites avant de prendre une décision simple, craignant ce que les autres penseront si tu te trompes. C'est ainsi que tu dilues ta force, en consultant chaque pas, en attendant une permission qui ne viendra jamais. Le principe est simple, la véritable croissance exige une discipline silencieuse et une concentration absolue sur ta valeur intérieure, non sur l'opinion d'autrui. Quand tu remets ta direction à l'approbation extérieure, tu deviens dépendant et prévisible. Le respect ne se construit pas en demandant la permission. Il se gagne en prenant des décisions et en les assumant, même si personne n'applaudit. La discipline silencieuse, c'est agir sans exposer ton processus à l'opinion publique. Si tu cherches l'approbation avant d'agir, ton discernement s'affaiblit. La valeur intérieure se forge dans la solitude, au moment où tu décides sans témoin, sans besoin de reconnaissance. Chaque fois que tu doutes et consultes avant d'agir, tu abandonnes ton pouvoir de décision. Et lorsque ta conduite dépend des applaudissements, tu ne développes jamais une véritable autonomie. Exemple du quotidien. Tu es sur le point de changer de travail. Au lieu d'analyser tes propres raisons et de prendre la décision, tu appelles 3 amis. Tu demandes l'avis de ton partenaire, tu consultes des forums. Au final, ton choix est la moyenne de ce que les autres pensent, pas le reflet de ton caractère. Ou à la salle de sport. Tu t'arrêtes au milieu de la série parce que tu remarques que personne ne te regarde. Et tu as l'impression que ton effort ne compte que s'il est visible. Ainsi, tu prends l'habitude de mesurer ta progression selon la réaction des autres, et non selon tes propres critères. Même dans les petites choses, tu envoies un message, et si tu ne reçois pas de réponse immédiate, tu t'inquiètes, tu doutes de toi. Cette habitude te rend faible, anxieux, toujours à la merci de la validation extérieure. Et le vrai progrès n'arrive jamais, parce que tu n'agis jamais par conviction, seulement par réaction. Autre scène, tu sors dîner avec un groupe et, devant le menu, tu attends que tout le monde commande avant de te décider, observant leur plat pour ne pas détonner. Lorsque le serveur arrive, ta voix est à peine audible, tu hésites une seconde de trop. Quelqu'un te demande pourquoi tu as choisi cela et tu te justifies alors que personne ne l'a demandé. La conversation continue, mais ton insécurité flotte dans l'air, invisible mais perceptible. Tes gestes te trahissent. Tu jettes des regards en coin, tu acquiesces trop, tu souris excessivement en quête d'acceptation. À la fin de la soirée, tu repars avec la sensation de ne pas avoir été présent, d'avoir agi uniquement pour t'intégrer. Les conséquences s'accumulent. Au bureau, tes collègues commencent à percevoir ton indécision. Ils ne te sollicitent pas lorsqu'il faut résoudre une urgence. Cela se voit dans les silences gênants avant que tu ne parles, dans les regards échangés en attendant que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Ta valeur perçue diminue. L'opportunité n'attend pas celui qui doute. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Cette erreur paraît petite. La suivante ne l'est pas. Maîtrise. Le silence est une position. Leçon 6. Fixez des limites claires à ceux qui absorbent votre temps. Protéger votre espace vous permet de grandir solidement. Il y a une chose que tu dois accepter. Si tu ne poses pas de limites claires, d'autres décideront à quoi tu consacres ton temps et ton énergie. Ce n'est pas un hasard si tu te sens vidé ou si tu n'avances pas. C'est la conséquence directe d'avoir laissé ton espace disponible à n'importe qui. Le principe est simple, ta véritable croissance dépend de la protection de ton temps contre ceux qui l'absorbent sans rien apporter. Si tu ne sais pas dire non, ta discipline s'effondre avant même d'avoir commencé. Il ne s'agit pas d'être dur sans raison ni de devenir inaccessible. Il s'agit de reconnaître l'auto-illusion. Tu crois que rester toujours disponible te rend plus précieux, mais cela ne fait que te rendre plus manipulable. Les personnes qui ne respectent pas ton temps apprennent vite qu'elles peuvent t'interrompre, te demander des services, te distraire avec leurs urgences. Tu deviens la ressource facile, celui qui ne dit jamais stop. Et pendant que tu cherches l'approbation ou que tu crains de déplaire, eux font avancer leurs propres projets.
Tous ces sacrifices silencieux ne te rapprochent pas de tes objectifs. Ils t'enfouissent seulement dans l'agenda des autres. Au travail, tu es celui qui répond aux messages WhatsApp en dehors des horaires, celui qui prend en charge les tâches des autres parce qu'il ne sait pas dire non. Il suffit de regarder ta boîte de réception, des messages sans importance, des demandes de dernière minute, des réunions inutiles auxquelles tu assistes seulement par obligation. Dans ton groupe d'amis, tu es celui qui est toujours disponible, même si tu annules tes propres projets. Tu reçois des appels inattendus, des messages pour résoudre des problèmes qui ne te concernent pas, des invitations de dernière minute auxquelles tu acceptes, même si tu as d'autres priorités. En couple, tu cèdes ta routine quotidienne pour t'adapter au rythme de l'autre, même si cela te laisse 100 ans pour t'entraîner, lire ou travailler sur ce qui compte vraiment. Tu remarques que tes livres prennent la poussière, que tes vêtements de sport restent dans l'armoire et que ta liste de tâches personnelles ne diminue jamais. À la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, mais la réponse se trouve dans chaque minute que tu as offerte par peur de déranger. Ne pas poser de limites n'est pas de la générosité, c'est un manque de discernement. Une croissance solide exige une discipline silencieuse. Organiser ton temps, protéger ton espace, apprendre à dire non sans donner d'explications inutiles. Si tu ne le fais pas, ta journée se remplit des tâches des autres et de demandes qui ne te concernent pas. La conséquence est claire. Tu perds le contrôle de ton propre développement. Tu stagnes. Les autres commencent à s'y attendre de ta part. Ils ne demandent même plus si tu peux. Ils supposent simplement que tu le feras. Le signe d'agacement, quand enfin tu oses refuser, le silence gênant dans le groupe, le regard de désapprobation, autant de signes que tu as laissé les autres définir tes limites trop longtemps. Dans la prochaine leçon, tu vas découvrir comment distinguer une critique que tu dois écouter d'une opinion qui ne vise qu'à te freiner. Leçon 7. Ne confonds pas progrès et exhibition. Se montrer moins et construire plus donne des résultats réels. Tu es à la salle de sport. Tu viens de terminer une série lourde et sans réfléchir, tu sors ton téléphone. Tu te regardes dans le miroir, ajuste ton t-shirt pour mettre en valeur ton bras, pointe la caméra et prends un selfie. Tu le publies dans tes stories avant même que ta respiration ne redevienne normale. Tu n'as même pas fini ta séance. Entre chaque série, tu vérifies qui a vu la photo, si quelqu'un a répondu, s'il y a un emoji flamme. Tu veux que les autres voient que tu fais le travail, que tu n'es pas comme les autres. Mais quand personne ne réagit, tu restes là à regarder l'écran. La sueur sur ton front ne suffit pas. Tu as l'impression que tes efforts ne comptent que s'ils sont reconnus. Tu relâches l'intensité. Au final, tu quittes la salle avec la sensation qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi. La règle est simple, la croissance réelle se fait en silence, pas en vitrine. Ce qui compte, c'est ce que tu construis quand personne ne te regarde. Le muscle se forme quand il n'y a pas de caméra, quand le seul témoin est la douleur dans ton avant-bras et le miroir embué. Chaque fois que tu privilégies montrer tes progrès plutôt que de faire le travail, tu en paies le prix. Tu échanges la discipline contre l'exposition. Tu offres ton énergie à l'approbation extérieure. Le progrès authentique s'affaiblit quand tu le nourris de validation extérieure. L'attention est addictive, mais elle ne donne pas de résultat. Tu perds ta concentration. Tu deviens dépendant de la réaction, pas du résultat. Et cette dépendance te rend moins constant. Parce que quand il n'y a pas d'applaudissements, ta motivation s'en va. Et c'est là que la majorité abandonne. Regarde au travail. Tu as une idée, à peine une ébauche. Avant même de la concevoir, tu cours l'annoncer sur le groupe WhatsApp. Tu écris « Je prépare quelque chose de grand ». Ah, tu attends la réaction. Quelques emojis, un ou deux, waouh, mais rien de plus. Quand la vague de félicitations n'arrive pas, tu ouvres le fichier, le regardes quelques minutes et le refermes. Le projet est mis en pause. Les jours passent et l'enthousiasme s'évapore. Le fichier se perd parmi d'autres tâches. Personne ne demande le résultat et toi non plus tu n'en reparles. L'avancée ne se concrétise jamais. Ou dans la relation, tu dînes avec ton partenaire et,
Avant de goûter la première bouchée, tu prends une photo. La meilleure compagnie, écris-tu. Tu publies l'image, vérifies les likes. Quand l'attention retombe, quand personne ne commente, tu te demandes s'il y a vraiment quelque chose de spécial. Tu commences à chercher des moments postables au lieu de moments réels. Les silences à table deviennent gênants parce qu'il n'y a plus rien à montrer. Le coût est évident. Tes progrès dépendent du regard des autres, pas de tes propres standards. Et cela te rend fragile. Il y a des conséquences visibles. Ton entourage commence à remarquer la différence. On te demande moins de nouvelles de tes projets parce qu'on sait que tu ne cherches qu'une réaction. À la salle, ceux qui progressent vraiment t'ignorent. Au travail, tes idées perdent de la valeur parce qu'elles n'aboutissent jamais à des résultats. Dans la relation, ton partenaire sent la distance. Les gestes changent, moins de contact visuel, plus de temps sur le téléphone, des phrases plus courtes. Le résultat te montre la vérité. Et il y a plus. Leçon 8. Apprends à être fort dans la solitude. Soutenir ta discipline sans témoin est la véritable épreuve. Il y a quelque chose qui paraît inoffensif. La plupart ne gardent le contrôle que lorsque quelqu'un les regarde. Ils font des efforts s'il y a un public, s'ils attendent des applaudissements ou au moins une réaction. Mais lorsque la porte se ferme et qu'il n'y a pas de témoin, toute cette prétendue exigence se dissout. La vraie règle apparaît lorsque personne n'observe. Le principe est clair, ta discipline réelle se mesure dans la solitude, pas dans l'exposition. La valeur intérieure ne se négocie pas avec le regard des autres, ni ne se confirme par l'approbation d'autrui. La raison est directe et dure. Si ta conduite dépend du regard des autres, tu n'as pas de caractère. Tu portes un masque. Le respect de soi ne se construit pas sur scène, mais dans ce que tu fais, lorsque personne ne va te féliciter, lorsqu'il n'y a pas de risque de perdre des points sociaux. La véritable croissance exige que tu maintiennes tes habitudes, même si personne ne te récompense, même si l'effort passe inaperçu. Car si tu n'es discipliné que sous le regard d'autrui, tu n'es pas fort, tu es dépendant. La vraie force est silencieuse, inconfortable, sans témoin ni like. Et là, la plupart échouent. Imagine ta routine quotidienne. Quand ton chef est là, tu fais semblant de travailler avec rigueur. Le clavier claque, l'écran change d'onglet dès qu'il passe derrière toi. Mais quand il s'en va, tu laisses la tâche à moitié faite et tu consultes ton téléphone. Les minutes filent. À la salle de sport, tu fais des répétitions impeccables s'il y a quelqu'un qui regarde, tu ajustes même les poids avec une pause théâtrale. Mais tu négliges la technique quand personne ne surveille, et la sueur sur le front ne compense pas la tricherie. Sur WhatsApp, tu écris des réponses polies dans les discussions de groupe, la courtoisie est une façade. Mais tu laisses tomber la discipline en privé, réponses brèves, ironie, messages sans filtre. Même en couple, tu montres de la patience en public, tu souris lors des repas de famille, mais tu perds le contrôle quand vous êtes seul, la voix monte, le regard se durcit. Tout cela révèle une norme fausse, tout cela te trahit. Car ce que tu fais sans témoin, c'est ce que tu es vraiment. Observe les conséquences. Les résultats se voient dans les détails. La